Merci Max. Bonjour Drieux Gottfriedi. Merci Bonjour. beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes philosophe de formation, que d'aucuns vous décrivent comme un libéral classique qui vous intéressez aux questions de société. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Avant d'aborder peut-être plus en détail le livre que vous venez de publier, et notamment l'analyse que vous avez faite de l'influence de la théorie du genre sur notre droit et notre droit pénal en l'occurrence, une première petite question de contexte. Donc en fait la question fondatrice de la théorie du genre, c'est finalement est-ce que l'individu est déterminé par la nature, par la biologie, ou bien est-ce qu'il peut se déterminer lui-même par la société ? Est-ce que, bref, pour reprendre des mots de Simone de Beauvoir, est-ce qu'on est femme ou est-ce qu'on le devient ? Quel est pour vous en fait ce départ de la théorie du genre ? Est-ce que on pourrait penser qu'il est une sorte d'aboutissement de l'idéal de l'émancipation de l'homme sur absolument tout, qui serait de se déterminer de manière complètement libre en ignorant toute nature ? Et est-ce qu'on pourrait du coup trouver des prémices de la théorie du genre dans le siècle des Lumières, tout simplement, l'individualisme de la fin du XVIIIe siècle, où l'homme se prend un petit peu pour un démiurge et imagine pouvoir se recréer ou se créer sans tenir compte de sa nature profonde. Écoutez, la mise en résonance que vous faites de la théorie du genre avec un projet d'affranchissement est tout à fait pertinente. Maintenant, la spécificité, l'affranchissement c'est très noble et la plupart des philosophies politiques se rejoignent sur cet objectif, l'affranchissement par rapport à un certain nombre de contraintes, non seulement biologiques, mais également culturelles. Maintenant, la spécificité de la théorie du genre, c'est sa radicalisation dans cette direction. C'est-à-dire que la théorie du genre prétend mais elle prétend deux choses. Donc, elle prétend d'une part que nous sommes tout entiers déterminés par la culture. Donc, il y a une dimension fondatrice, pour reprendre le sens de votre question, dans la théorie du genre, qui est cette négation de la biologie. Et d'autre part, la théorie du genre propose de substituer à ce qu'elle appelle la culture ambiante une autre vision, tout aussi culturelle, de l'homme et de la femme. Merci pour ces précisions. Alors, vous avez parlé vous-même de radicalisation. On est quand même très très loin dans la radicalisation de la négation de la nature. Alors, Max posait la question tout à l'heure à Elisabeth Montfort. Comment vous expliqueriez l'incroyable succès de ces théories intellectuelles auprès de nos élites ? Est-ce que toutes nos élites ont effectivement un intérêt direct sur ce genre de théorie ? Est-ce que toutes nos élites sont homosexuelles ? Ou est-ce qu'elles ont des moyens d'action absolument incroyables ? Est-ce que c'est la langue anglaise qui aurait franchi le pas ? Alors voilà, on s'interroge un petit peu. Je pense que j'ai un ami qui travaille sur votre station qui s'appelle Philippe Nemo, qui m'envoyait, il a lu le bouquin et donc il m'a envoyé une petite note en s'interrogeant sur ce qui avait pu permettre le succès de quelqu'un d'aussi illettré, disait-il, que Judith Butler. Judith Butler, qui est, on peut la considérer comme celle qui a fait la synthèse de toutes les études de genre. Elle a publié un livre en 1990 et qui a constitué à son tour la matrice des études de genre qui subséquent. Mais c'est un point, et c'est un des seuls sur lequel je diverge un tout petit peu de Philippe Nemo, c'est que la théorie de Butler est en réalité une très belle construction sur le plan intellectuel. Si on la juge d'un point de vue strictement intellectuel, elle est à la fois originale, elle mobilise un certain nombre de sources, Freud, etc., de manière intelligente, elle connaît ses sources avant de les réinventer, donc on n'a clairement pas affaire à une femme analphabète. Maintenant, le deuxième point dans votre question, c'est que le succès n'est pas dû à cette originalité ou à d'autres choses que je viens d'énoncer. Le succès, je pense, de la théorie du genre tient au fait elle répond à deux aspirations. D'abord, elle a permis de relancer le féminisme sur le plan théorique, parce que le féminisme sur le plan théorique avait commencé de s'épuiser, dirions-nous, par la réalisation de ce qui était son projet premier, l'égalité de l'homme et de la femme en droit. Et d'autre part, la théorie du genre a permis de donner un soubassement théorique aux revendications homosexuelles. Et ça, je pense que son succès tient essentiellement à cela. C'est la première fois qu'une théorie permet de donner...
légitime et fonde, sur le plan des idées, la plupart des grandes revendications homosexuelles historiques. D'accord. Alors effectivement, vous avez parlé avec des mots plutôt positifs de Judith Butler. On sent dans votre ouvrage une réelle admiration pour cette femme, notamment intellectuelle. En tout cas, ça m'a vraiment frappée. Est-ce que peut-être vous pouvez revenir pour nos auditeurs sur la logique de son raisonnement intellectuel, toute perverse, mais néanmoins très admirable, pour peut-être mieux décortiquer la façon dont cette théorie fondée scientifiquement par Freud, avec alors bien sûr avec tout ce qui peut justement ne pas la fonder scientifiquement, mais en tout cas ces fondements scientifiques qu'elle invoque, pour convaincre nos élites de cette théorie. Donc voilà, faire un retour sur cette personnalité assez brillante et sur son argumentation rationnelle de la théorie des genres. Soyons clairs sur un point, c'est qu'effectivement j'ai du respect pour Judith Butler sur le plan intellectuel, comme je peux en avoir pour Marx, qui était un immense intellectuel de son siècle, le 19e. Je ne suis pas marxiste, donc je n'adhère probablement à aucune des propositions qui sont articulées par Judith Butler. J'ai également beaucoup d'admiration pour Carl Schmitt, ça ne fait pas de moi un schmittien, mais effectivement je pense qu'il faut être capable de dire qu'un adversaire intellectuel est capable d'avoir autoré, je dirais, une théorie qui mérite que l'on s'y arrête. Maintenant, sur le fond, la théorie de Butler, on en a déjà parlé un tout petit peu, elle part d'un a priori qui est la négation de toute réalité biologique dans le sexe. Donc la conception traditionnelle du sexe consiste à dire que il y a un sexe qui est anatomiquement masculin au féminin, et que au départ de cette réalité, je dirais, anatomique, se construisent un certain nombre de représentations culturelles et qui forment ce que l'on appelle le genre. Alors il est vrai que le mot genre est un terme qui est plus usuel en anglais qu'il ne l'est en français, mais il existe également en français. Donc ça, c'est la représentation classique, je dirais, du sexe, avec un noyau anatomique et autour une gangue de représentations culturelles qui varient en fonction des sociétés, qui varient en fonction des époques et des lieux. Alors Butler nie radicalement ce noyau anatomique, elle considère tout au contraire que c'est la culture, en ce compris le genre, qui invente en quelque façon le sexe. Et que donc, par conséquent, le sexe n'a aucune réalité biologique, il est tout entier, et de part en part, une réalité culturelle. Et qui dit culturelle, dit également la possibilité de changer de culture sexuelle, et donc de mettre à la place de la culture sexuelle qu'elle qualifie de dominante, une nouvelle culture sexuelle. Alors, ce qui est assez intéressant chez Butler, c'est que elle reprend régulièrement le concept nietzschéen de généalogie. Elle essaie de retrouver l'état d'esprit qui a présidé à la naissance de telle ou telle théorie. Alors dans le cas de Butler, cette généalogie, elle est assez facile à retracer, puisque Butler ne cache pas que tout le sens de son engagement est celui d'une homosexuelle femme, donc une lesbienne, qui a fait son coming out à 16 ans, qui a énormément souffert de la différence de sa sexualité, et que donc son projet est de lutter, de mettre à bas l'hétérosexualité. En réalité, la théorie de Butler apparaît non pas comme une forme de féminisme, mais tout entier comme une forme de lutte en faveur de l'homosexualité, de volonté d'imposer la normalité de l'homosexualité comme paradigme concurrent de celui qui est aujourd'hui le nôtre. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors effectivement, cela nous renvoie au slogan qu'on avait pu entendre dimanche dernier dans la manif pour tous, ce profond ancrage finalement de la nature humaine dans la biologie. On avait des manifestants qui scandaient il n'y a pas d'ovule dans les testicules. Effectivement, un père, une mère, c'est élémentaire. On est vraiment dans cette opposition entre nature, entre réalité biologique et entre société, culture, que nous essayons de rappeler en permanence. Vous avez évoqué Marx tout à l'heure. J'ai envie de vous demander si pour vous la théorie du genre ce serait le nouveau marxisme du XXIe siècle. Je m'explique.
Est-ce que pour vous, ce rapport de force que dresse Judith Butler entre hommes et femmes pour imposer un nouveau modèle fondé sur la culture, est-ce que ça peut déterminer d'autres luttes au XXIe siècle, comme le marxisme a pu fonder les rapports de force dans notre société au XIXe puis au XXe siècle? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'assez important pour influencer la lutte des idées sur ce point? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce qui est assez fascinant avec l'œuvre de Butler, qui a été fondée par ce livre dont je vous ai déjà parlé, publié en 90 en anglais et en 2005 en français, qui s'appelle Troubles dans le genre, c'est que son influence est d'ores et déjà mondiale. Et qu'il y a donc une kyrielle de législation dans le monde, dans le domaine du mariage gay et quantité d'autres domaines dont je parle dans le livre, qui sont aujourd'hui la suite directe de la théorie du genre selon Butler, qui en d'autres termes n'aurait pas été votée et adoptée si Butler n'avait pas rédigé son ouvrage. Donc c'est aussi simple que ça. L'influence de Butler est absolument considérable. Alors je ne sais pas si elle atteindra jamais à l'influence de Marx, parce que là on parle quand même déjà dans le domaine de l'influence idéologique sur le cours des événements, d'une référence, probablement la plus grande référence de l'histoire de l'humanité. Ce qui est certain, c'est que le projet de Butler séduit un certain nombre de minorités par son caractère, je dirais, hyperbolique. C'est-à-dire que le projet de Butler, et là c'est le titre d'un autre ouvrage de cette universitaire américaine, c'est défaire le genre. Donc Butler, ce qui l'intéresse, c'est pas tant le mariage, c'est pas seulement le mariage homosexuel, c'est pas l'adoption, c'est pas ceci. Ce qu'elle veut de manière beaucoup plus fondamentale, c'est détruire, ce sont des termes belliqueux et très négatifs qu'elle utilise volontiers, détruire le modèle de la sexualité occidentale, qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les cultures, qui n'est pas propre à l'Occident, et qu'on trouve d'ailleurs également la domination de l'hétérosexualité chez les animaux. Donc c'est quand même quelque chose d'assez universel. Elle souhaite le détruire, et elle en appelle par exemple dans ses ouvrages à la multiplication de toutes pratiques sexuelles concrètes de nature à subvertir les représentations dominantes de la sexualité. Donc c'est effectivement une théorie dont le projet est qui est de nature à justifier toute pratique divergente de ce que nous appelons, de ce que nous considérons aujourd'hui comme la sexualité normale. Il faut se méfier de ce terme qui est ambivalent, ça peut être la norme, ça peut être la régularité statistique, mais enfin l'hétérosexualité domine tout de même très très largement l'histoire de l'humanité. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que il y a souvent il y a parfois tel ou tel parlementaire qui dit oui, mais bon, le mariage gay, puis un jour on finira par légitimer l'inceste. Et alors ils sont pris sous un feu nucléaire médiatique en disant ça n'a rien à voir, vous êtes une espèce de haineux. Bon, mais il y a un lien entre la théorie du genre et le tabou de l'inceste. Et ce lien, c'est Butler qui le fait. Dans l'ouvrage dont je vous parle, et qui est maintenant considéré comme parole d'évangile dans de nombreux partis politiques européens, pour parler de ce que nous connaissons le mieux, elle célèbre avec Michel Foucault la multiplication de pratiques sexuelles intergénérationnelles. Alors, moi, les pratiques sexuelles intergénérationnelles, sans plus de précision, ça peut être entre le 3e et le 4e âge, ça m'étonnerait. Donc, à mon avis, il y a quand même là, quelque part, la reprise d'une célébration foucaldienne de pratiques incestueuses. Et plus fondamentalement, la théorie de Butler consiste à expliquer que l'hétérosexualité est factice, donc qu'elle est purement culturelle. Naturellement, on se pose la question, et c'est une question qu'elle a tenté de prendre en charge, d'où vient cette domination de l'hétérosexualité? Eh bien, elle vient de ce que, dès la plus tendre enfance, selon Butler, il y a un tabou, mais purement culturel, de l'homosexualité qui est enseigné aux enfants. Et de ce tabou de l'homosexualité, selon Butler, dérive le tabou de l'inceste. Donc les deux sont liés. Alors à partir du moment où elle en appelle à la destruction, au dématage du tabou de l'homosexualité, par voie de conséquence, dans la cohérence de sa propre théorie, eh bien il faut également s'apprêter à démater, à renoncer, à problématiser le tabou de l'inceste. C'est la théorie de Butler. Ce n'est pas mon opinion, c'est la théorie de Butler, et c'est dans l'ouvrage dont je vous ai parlé. Merci beaucoup. Alors, effectivement, cela laisse quand même songeur cette théorie qui
qui permet de nier complètement toute référence à la nature, à la biologie. Alors venons-en maintenant peut-être plus précisément aux influences de la théorie du genre sur notre droit pénal, en l'occurrence, qui est l'objet du livre que vous venez de publier aux éditions Texkis, de la violence de genre à la négation du droit. Alors, en quelques mots, vous nous expliquez, après avoir rappelé effectivement toutes les implications de la théorie du genre, la façon dont cette théorie s'est infiltrée chez nos législateurs, de la même façon insidieuse dont elle s'est infiltrée dans nos manuels scolaires. On aura peut-être le temps d'y revenir aussi un petit peu au cours de l'émission. Donc vous nous expliquez comment une convention du Conseil de l'Europe, en l'occurrence relative à la prévention et à la lutte contre la violence à l'égard des femmes, la violence domestique, noble sujet a priori au demeurant, vous nous expliquez comment cette convention fait de la violence psychologique, entendons-nous bien, on parle bien de violence psychologique et non physique, fait de cette violence psychologique un délit pénal, consacrant ainsi très largement l'arbitraire au sein de notre droit pénal. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être d'abord revenir sur cette introduction dans notre droit par le biais du droit européen, enfin par le biais du droit international, de la théorie du genre, nous expliquer quelles sont ses implications sur ce sujet particulier de la violence à l'égard des femmes, la violence psychologique, et peut-être, mais ça on en parlera après, d'autres possibilités d'extension. En premier lieu d'abord, ce sujet précis. Bien, donc... écoutez, d'abord, vous avez parfaitement compris mon propos et je vous en remercie. Non, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, effectivement, je parle de cette convention d'Istanbul. Probablement que 99% de vos éditeurs n'en ont jamais entendu parler. Ce qui est d'abord intéressant, c'est son millésime. C'est une convention qui a été adoptée à l'instigation notamment de la France en 2011. Donc, c'est pas le gouvernement de M. Hollande qui est à l'origine de cette convention, c'est le gouvernement de M. Sarkozy. Alors j'ai entendu le député, j'ai entendu l'intellectuel qui disait, qui se récriait face au fait que la théorie du genre fait son entrée dans les écoles, c'est-à-dire qu'on doit éduquer les enfants à la facticité, donc aux réalités du genre, comme si c'était effectivement la responsabilité du gouvernement. Et c'est le cas. Mais ce faisant, le gouvernement ne fait qu'appliquer ce que prévoit expressément, le texte est disponible sur Internet, la Convention d'Istanbul, qui était adoptée par la droite française en 2011. Donc il faut quand même le noter. Il est un peu tard maintenant, peut-être, pour regretter qu'effectivement la théorie du genre ait fait son entrée dans le droit, notamment français, parce qu'on a effectivement voté, c'était l'UMP qui était au pouvoir à l'époque. Je pense qu'il faut le noter, il faut le comprendre, parce que la théorie du genre, rentre par tous les pores du corps politique européen, donc il faut être conscient de son influence. Il y a une influence, c'est ça qui marque le succès d'une idéologie, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui s'inscrivent dans le cadre de cette idéologie, nolens volens, sans en être conscient. C'est à ce moment-là qu'on peut quand même commencer à dire qu'il y a un vrai succès idéologique de la part du genre, et pas simplement quand la gauche, en Espagne, quand la gauche fait du genre, elle le dit, on sait que c'est le genre. Ici, avec notamment Madame Belkacem, quand on fait du genre, on le dit par provocation, et puis parce que c'est une idéologie qu'on assume. Mais la droite, dans les années qui ont précédé, a commencé de faire du genre, et je rappelle quand même que la différence entre une petite loi nationale ou locale et une convention du Conseil de l'Europe, c'est qu'elle a vocation à s'appliquer à 800 millions de citoyens. La convention de l'Europe, c'est encore autre chose que l'Union européenne, donc c'est considérable, et elle est obligatoire. C'est pas une recommandation de l'ONU, c'est une convention internationale obligatoire. J'invite vos éditeurs à aller lire ce texte, en se souvenant qu'effectivement, c'est la droite française qui est à son origine. Et maintenant, il est trop tard. Parce que elle n'est pas encore entrée en vigueur. Immanquablement, elle le fera tôt ou tard. Et elle sera à la fois la cause d'un certain nombre d'évolutions législatives nationales. Et elle cristallise, au moment où on l'a adoptée en 2011, un certain nombre de lois qui avaient déjà été adoptées à cette époque. Alors, j'ai noté en fait la consonance, je dirais, du titre de l'ouvrage de Madame Montfort et du mien. Elle parle de la violence ou de la théorie du genre dans son cas au mariage gay, je crois. Et moi, c'est par rapport au concept de violence psychologique. Un mot de la violence psychologique.
C'est d'ailleurs la raison d'être du droit, on a toujours considéré que la violence physique au sein du couple et dans la société en général était quelque chose d'illégal. Sinon, il n'y a pas de droit si on permet la violence physique bien. Ici, nous avons une loi qui a été adoptée donc en France et dans d'autres pays européens. Là encore, je le souligne, à l'initiative en France de la droite, et notamment d'un député qui s'appelle Guy Geoffroy, qui a joué un rôle moteur dans cette affaire, la droite, alors qu'en Espagne c'était la première grande réalisation de la gauche, en 2004, une loi qui criminalise ou qui pénalise, dirions-nous, la violence conjugale de nature psychologique. Donc aucun coup n'est porté, aucune bousculade, rien de tel, la violence simplement psychologique. Alors on peut se demander de prime abord, quand on ne connaît pas trop le sujet, on peut se demander c'est quoi cette histoire ? Il faut se rendre compte qu'il y a des lois qui sont adoptées en ce sens dans de nombreux pays européens aujourd'hui, donc c'est une tendance de fond et qui est effectivement la suite directe de cette convention d'Istanbul. L'idée, c'est que cette convention, et donc naturellement la loi française qui en est la suite, la loi française l'a un tout petit peu précédée, donc c'est un phénomène qui est concomitant. Ce sont des textes qui n'auraient pas pu être adoptés sans la violence de genre, sans la théorie du genre. Pourquoi ? Parce que selon la théorie du genre, il y a une violence généralisée à l'égard des femmes, qui est engrammée en quelque façon dans la culture et qui s'exerce à tous les niveaux, dans le langage, avec en anglais et en français le primat du masculin sur le féminin, dans la réalité professionnelle, à tous les niveaux. Et par conséquent, il est légitime pour un parlement humaniste, dirions-nous, d'adopter une loi qui interdit naturellement la violence psychologique dans le couple, dont les femmes sont réputées, il faut lire les travaux préparatoires de la loi française, être dans l'écrasante majorité des cas la victime, et non pas l'auteur. Moi, c'est de là que je suis parti. Donc j'ai vu ces travaux, j'ai lu ces travaux, parce que le site du Parlement français est admirablement achalandé, donc on a des travaux, il y a tout à comparer, etc. Donc c'est vraiment très bien fait. Et j'ai vu en fait, il y a une enquête dont les parlementaires faisaient état qui s'appelle l'ANVEF. C'est une enquête qu'on a faite sur la violence contre les femmes en France. Bon. Et selon cette enquête, dans 98% des cas, la violence psychologique au sein des couples est le fait d'hommes contre des femmes. Alors quand j'ai vu ça, vous me dites de prime abord, c'est monstrueux. Donc j'appartiens, moi, homme, à un genre décidément infréquentable. Donc déjà, la violence physique, c'est nous. J'apprends que la violence physique, c'est également nous. Puis après ça, vous réfléchissez. Vous vous dites, oui, mais quelle est exactement la vraisemblance de cette affirmation ? Parce que moi, et probablement vous aussi, autour de vous, nous connaissons des femmes de très fort caractère, parfois de très mauvais caractère, et qui sont capables d'exercer une violence psychologique considérable, soit sur leur époux, soit sur leurs enfants, etc. Et de là, vous commencez à rechercher, etc., et vous vous rendez compte que toutes ces lois sont adaptées sur pied de l'idéologie et absolument d'aucune enquête scientifique. Toutes les enquêtes scientifiques qui ont été faites dans tous les pays européens indiquent une prévalence comparable au sein des couples de la violence psychologique féminine et de la violence psychologique masculine. Et donc là, vous avez un cas d'une loi qui est adoptée sur la base d'une idéologie dont le proxy, pardon d'utiliser cet anglicisme, dont l'intermédiaire est une enquête prétendument scientifique qui n'a aucune valeur scientifique, mais dont la conséquence est qu'un homme, pardon de le dire, mais un homme que l'on soupçonnerait, non pas condamner, mais soupçonnerait de violence psychologique, on peut lui enlever la garde de ses enfants, on peut lui retirer l'accès à son domicile, même s'il en est propriétaire, etc. Donc il y a tout un chapelet de conséquences qui sont des conséquences absolument liberticides, dévastatrices dans la vie d'un individu sur la base que je viens d'énoncer. Homme, vous êtes présumé coupable. Finalement, c'est... Vous êtes présumé violent. Vous êtes présumé violent. Voilà. Coupable. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils écoutent le libre journal des idées politiques de Max Lebrun. Nous recevons actuellement Drieux Godefriedi qui est interrogé par Marie Delangeais. Peut-être une dernière question avant de donner la parole aux auditeurs qui ont quelques commentaires et questions. Alors, une dernière question, effectivement, sur votre livre. Vous parlez effectivement donc de ce rapport de force qui est au cœur de la théorie du genre, qui part du présupposé que les femmes sont toujours donc malmenées par les hommes. Est-ce que on en arrive paradoxalement et de manière assez amusante peut-être pour une dernière question un peu en pied de nez, à une pénalisation de l'adultère par l'État?
et donc à une intrusion dans un contrat typiquement privé qui serait le mariage. Vous en parlez à la fin de votre livre. Une violence psychologique, ça peut être tout et n'importe quoi, notamment la menace de quitter le domicile conjugal, notamment la menace de tromper sa femme avec quelqu'un d'autre. Est-ce que paradoxalement, notre État bien pensant qui prône la liberté individuelle à tout va, finalement, par le biais pervers de cette théorie, réinvestit l'intimité de chaque couple en permettant demain la pénalisation de l'adultère, très concrètement. Mais écoutez, encore une fois, bravo, parce que vous avez parfaitement résumé mon propos, donc à la rigueur, il n'est plus nécessaire de répondre à la question. Donc ce que vous dites est tout à fait exact. C'est-à-dire que il y a deux idées fondamentales. D'une part, la violence psychologique est impossible à définir, et certainement en droit. La violence psychologique, parce que moi j'ai analysé dans leur détail les travaux préparatoires à l'Assemblée nationale, au Sénat, donc je donne une quantité d'exemples dans le livre que je ne vais pas maintenant répéter, mais on a auditionné des psychanalystes, psychiatres, etc. Et il y a une dame, une figure, disons, intellectuelle qui se distingue dans ces travaux préparatoires, qui s'appelle Marie-France Irigoyen. Alors on l'a auditionnée, elle a envoyé de sa propre initiative d'ailleurs un rapport écrit après ça au sénateur, et elle donne toute une série d'exemples de violences psychologiques, parmi lesquelles le silence. Cas clinique. Elle ne dit pas c'est un exemple que moi j'invente. Elle prétend que c'est un cas clinique qu'elle a vécu dans son cabinet. Parmi lesquels, elle tente de l'embrasser, il lui lèche le nez. C'est abominable. Non, mais ce sont des cas cliniques. Donc attention, il faut voir. On a adopté une loi avec 10 ans de prison ferme comme sanction possible sur la base de cette audition. C'est une audition devant l'Assemblée nationale. Et elle reprend ces cas cliniques dans le rapport qu'elle a envoyé au Sénat. Donc effectivement, au niveau des principes maintenant, la violence psychologique est impossible à définir. Les parlementaires d'ailleurs s'y sont essayés, ils n'y sont pas parvenus, et donc ils ont consacré une formule tautologique, c'est-à-dire que la violence psychologique c'est ce qui cause des dommages psychologiques. Mais alors ce qui est assez intéressant évidemment, c'est que dans son extrême largesse ou généralité, cette définition, eh bien elle permet d'y faire entrer l'adultère. Si vous êtes marié avec quelqu'un qui vous trompe, et au bout d'un moment, vous apprenez qu'il vous a trompé, c'est dévastateur. Nous connaissons des cas autour de nous. Il y a une destruction psychologique qui peut avoir lieu. C'est un cas de violence psychologique. Donc, est-ce qu'il faut en conclure que l'adultère a fait son retour dans le droit pénal français via cette loi ? Ben oui, en toute rigueur juridique et conceptuelle, la réponse est oui. Donc, on voit l'absurdité de tout le processus, qui se montre par cet exemple, mais nonobstant, et je le répète, parce que la loi vient seulement d'être adoptée en France, elle est encore toute récente. En Espagne, ils ont été beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, ça date de 2004. Il y a des dizaines de milliers de plaintes en Espagne qui sont déposées chaque année par des femmes pour des faits de violence psychologique. Parfois des cas de mélange et qui sont ensuite classés sans suite. Mais entre le moment où la plainte est déposée et le moment où elle est classée sans suite, il peut y avoir 1 an. Et c'est 1 an de néantisation de salissure, on peut dire, de l'individu qui se déroule avant que, si on vous soupçonne, parce que et je terminerai avec ça parce que je veux pas aller trop loin, dans la représentation populaire, on ne va pas dire il est coupable il est soupçonné de violence psychologique, on dira violence conjugale. La violence conjugale, c'est pas une étiquette qui est agréable à porter. Pourtant, vous allez la porter sur pied de cette loi pendant 1 an avant que, le cas échéant, on vous innocente parce qu'il n'y a pas de preuves, parce qu'il n'y a aucune réalité matérielle, ou bien parce que vous avez eu la chance de tomber sur un juge qui se rend compte que cette loi n'a pas de contenu substantiel. Merci beaucoup, Drieux Godefriedy, pour ces précisions. Auteur de la violence de genre à la négation du droit, chez Texki. Je me tourne vers les auditeurs. Une auditrice nous dit, sur ce sujet du mariage homosexuel et de la théorie du genre, je vous propose de lire les commentaires, les questions, et ensuite peut-être d'y répondre ou de compléter si vous avez envie de réagir, Drieux Godefriedy. Alors, une auditrice, l'éducation des tout petits enfants, autant dire la dénonciation des parents et les camps de rééducation. Une auditrice, l'habit y est pour quelque chose, les femmes sont toutes en pantalon, avant il y avait de jolis vêtements. Une auditrice nous dit, nous apprenions il y a 70 ans à l'école qu'il existait 3 genres, masculin, féminin et neutre. Mais cela ne se référait pas à un comportement. Une auditrice nous signale le fait que le directeur de la SNCF a mis 12 000 places de train à 5 € à disposition de ceux qui viendront visiter le Marais ce week-end, qui viendront en fait manifester pour le projet de loi du mariage dit pour tous en fin de semaine, alors que la SNCF, comme on le sait, est déficitaire. Elle se vante, juste une petite parenthèse, se vante d'avoir des résultats positifs, mais elle oublie de signaler la part de la subvention d'État, donc des contribuables, dans son bilan. Et d'ailleurs, cette auditrice nous rappelle
qui dirige la SNCF. Elle rappelle que c'était l'amant de Richard Descoings, l'ancien directeur de Sciences Po. Enfin, il était témoin de mariage puisqu'il s'est marié, Richard Descoings, mais son témoin de mariage était effectivement Guillaume Pépi, le président de la SNCF. Un auditeur nous dit: pourquoi un mariage de même sexe alors qu'il y a dans les tuyaux une loi qui permettra à n'importe qui de changer de sexe? Et enfin, un auditeur nous dit: être parent deviendra-t-il un contrat? Est-ce que certains de ces commentaires ou questions apportent une réponse ou un complément de votre part, Drieux Godefridy? Mais simplement, je pense que le dernier auditeur a bien compris le sens du mouvement actuel, c'est-à-dire qu'il y a une forme de volonté de contractualiser le mariage, donc de l'ôter de toute considération, je dirais, d'intérêt collectif, d'intérêt public, etc., et d'aboutir à une forme de liberté absolue. Il y a un argument sur le mariage gay qui est quand même assez intéressant, c'est l'argument de l'amour. On en parlait tout à l'heure, c'est de dire pourquoi ne puis-je pas me marier avec un homme, ou si je suis une femme avec une femme, à partir du moment où il y a de l'amour entre nous. Le plus important, c'est l'amour. C'est évidemment un argument qui est bien gentil, mais bon, moi j'ai des frères et sœurs, j'aime beaucoup ma sœur, puis je me marie avec ma sœur, j'aime beaucoup ma mère, puis je me marie avec ma mère. À partir du moment où on va dans une société où la seule chose qui fonde une institution, c'est l'existence d'un sentiment à un moment déterminé, mais c'est évidemment la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. On a parlé tout à l'heure du cas le plus patent, je dirais, dans le cadre de la théorie de Butler, donc je pense que cet auditeur a parfaitement compris le sens général du mouvement actuel. Alors, puisque vous venez de Belgique, j'aimerais qu'on s'arrête quelques minutes sur la situation en Belgique. Alors, la Belgique défraie la chronique, notamment parce qu'elle attire beaucoup de nos entrepreneurs qui ont réussi, qui partent pour des raisons fiscales, mais elle défraie aussi un peu la chronique par son sens du progrès, son avance sur les lois de l'histoire qui semblent découler, ou en tout cas qui sont sous-jacentes à des théories comme la théorie du genre. Et là, j'ai lu la chronique que vous avez fait paraître aujourd'hui même dans la Libre Belgique, intitulée « Le sourire de Thanatos ». Alors, ce dieu de la mort dans la mythologie grecque. Et vous nous expliquez, et on se pince pour y croire, pour comprendre que le débat aujourd'hui en Belgique, c'est plus le mariage homosexuel, c'est plus l'adoption d'enfants par les couples homosexuels, c'est peut-être plus déjà la gestation pour autrui, c'est une nouvelle chose, c'est l'euthanasie des enfants. Alors, au début, j'ai cru que c'était l'avortement, donc il y avait encore un débat sur l'avortement en Belgique. Non, c'est la véritable euthanasie des enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et là encore, nous expliquer un peu les tenants du débat. Drieux Godefridy. Ben oui, c'est effectivement assez intéressant de voir à quel point deux pays de langue, puisque la Belgique parle en partie français, et à mains égards qui sont très proches, peuvent être si différents sur des débats comme ces débats éthiques. Le mariage homosexuel date en Belgique de 2003, et son adoption n'a donné lieu à aucune forme de débat. Alors qu'ici en France, et c'est toute la noblesse, je trouve, sur ce point, en tout cas du débat public français, ça donne lieu effectivement à un débat considérable où les gens s'intéressent à la question, de leur avis, échangent, etc. Bien. Alors le processus auquel on assiste en Belgique, c'est toujours le même. Et dans les pays européens limitrophes, c'est la même chose. On ouvre l'avortement dans des conditions extrêmement restrictives. En Belgique, c'était une dépénalisation partielle de l'avortement. Je ne connais pas honnêtement le mécanisme français, j'imagine qu'il est comparable. Et après ça, on élargit toujours davantage les conditions de l'avortement, ou de cette petite ouverture, disons, de domaine éthique, qui font que finalement on aboutit à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un avortement qui, dans l'écrasante majorité des cas en France comme en Belgique, est un avortement de confort. Alors qu'au départ, c'était censé être un avortement pour répondre à des conditions de détresse extrêmes. Alors l'euthanasie, c'est pareil. Donc on a un dispositif sur l'euthanasie. Personne adulte majeure peut décider de cesser de vivre dans des conditions qui sont relativement strictes. Il y a des garanties procédurales, etc. Bien. Je ne mettrai pas, moi, sur un pied d'égalité l'euthanasie et l'avortement. L'euthanasie, dans certains cas, si ça vient d'abord, on ne peut pas s'y opposer, fondamentalement. Et, enfin, je veux dire, j'ai beaucoup moins d'hostilité pour l'euthanasie d'une personne adulte, majeure et consentante, que je n'en ai pour l'avortement. Peu importe. Ce que l'on fait maintenant, c'est qu'il y a un sénateur socialiste qui dit « Ah, on va préciser la loi », parce qu'il y a quand même certains cas de détresse, encore une fois, on retrouve toujours cette espèce de motif soi-disant humanitaire, humaniste, auquel la loi ne permet pas de répondre. Et ces cas, dit-il, toujours comme ça, l'air de dire c'est une petite précision au texte qu'on va lui apporter, c'est deux cas. Les enfants, l'euthanasie des enfants, et il dit lui-même, il reconnaît lui-même sur le site de son parti que j'ai été retrouvé que pour les enfants les plus jeunes, on ne pourra pas leur demander leur avis, parce qu'ils ne peuvent pas, encore dans certains cas, parler. Ce sont des enfants qui déjà sont nés, naturellement, on ne parle plus ici d'avortement, mais on parle de tout petits enfants. Et donc dans ce cas-là, la décision reviendra fondamentalement aux parents. Les parents vont décider à un moment de
terminer la vie de leur enfant. Deuxième cas donc de détresse dont parle ce sénateur socialiste, ce sont les personnes qui sont dans un état de délabrement physique tel qu'elles ne sont plus à mesure d'exprimer un jugement, mais qui par définition n'ont jamais opté dans le passé, n'ont jamais manifesté dans le passé la volonté d'être euthanasiées, si d'aventure elles devaient se retrouver dans cette situation. Là aussi, il dit il faut permettre l'euthanasie. Mais donc dans tous ces cas, l'euthanasie sera en réalité décidée non pas par l'individu lui-même, mais par ses proches. Et qu'est-ce qui nous garantit que l'on n'aura pas, et moi je pense que c'est exactement le contraire, nous sommes garantis d'avoir une euthanasie de confort, mais on parle ici donc de l'euthanasie d'autrui, comme nous avons déjà l'avortement de confort. Quelles que soient les garanties procédurales que l'on y mettra, il n'y aura jamais moyen de sonder les âmes et de sonder les reins. Donc les parents d'un enfant gravement malade, le cas échéant, on ne pourra jamais dire que leur choix de l'euthanasier n'est pas motivé par leur confort financier, pratique, émotionnel. Idem, si vous avez un parent gravement malade, etc., on ne pourra jamais garantir d'aucune façon procédurale que cette décision de le mettre à mort, c'est de ça qu'il s'agit, n'est pas motivée par votre confort, plus qu'une vision, je dirais, humaniste ou altruiste de son confort à lui. Et c'est pourtant clairement dans cette direction que la Belgique risque de s'engager si l'on suit ce parlementaire socialiste. Comment vous expliquez ce délabrement de la moralité en politique, et comment vous expliquez qu'il semble plus avancé, ce processus est plus avancé encore en Belgique qu'en France? Sur la comparaison Belgique-France, là, j'ai pas d'explication toute prête. Par contre, sur le point précédent, oui, c'est-à-dire que en réalité, c'est l'hédonisme, c'est le triomphe ultime de l'hédonisme, où ce qui prime tous les autres droits de l'homme, c'est le droit au confort. C'est le droit au confort. Aujourd'hui, on avorte par confort. On pourra demain, peut-être, en Belgique et dans d'autres États européens, euthanasier un proche par confort. Le droit au confort, qui est le droit absolu dans la théorie hédoniste, prime toute autre considération. Donc je pense que et alors c'est un triomphe de l'hédonisme qui est d'autant plus paradoxal qu'il émane généralement de partis et d'idéologies qui sont nominalement opposés à l'hédonisme. Le socialiste, c'est pas l'hédonisme qui les caractérise le mieux au départ. J'y vois effectivement la fin inexorable d'une logique qui est la logique de l'hédonisme. Autre question qui tient à l'immigration en Belgique. Vous avez une forte population immigrée d'origine musulmane qui semble plus intégrée, en tout cas dans les institutions politiques, qu'en France. Je crois qu'à Bruxelles, vous avez, et dans les environs de Bruxelles, dans la banlieue de Bruxelles, le total des élus musulmans sont d'environ un quart. Je crois que vous avez à peu près, je crois que c'était 23% à peu près des élus qui sont de confession musulmane. On dit fréquemment que les musulmans sont très opposés au mariage homosexuel, seraient en tout cas conservateurs sur les questions de société. Comment ça se traduit politiquement en Belgique? Est-ce qu'il y a une influence? Est-ce que vous sentez une opposition de leur part, où ils se sont très très bien intégrés au point, eux aussi, de faire corps avec cet hédonisme très occidental quand même? Je pense que la première vague, disons, de ces élus musulmans est très intégrée, est très assimilée. Parce que déjà, pour se prêter au jeu politique, il faut quand même déjà un certain degré d'assimilation. Et donc, leur velléité de s'opposer à des projets qui, le cas échéant, peuvent les choquer sur le plan éthique est moins grande que ce qu'on aurait pu attendre. Et d'ailleurs, à titre presque anecdotique, je signale que la fameuse convention d'Istanbul, dont on a parlé tout à l'heure, a été signée, je vous le donne en mille, par monsieur Recep Erdogan, qui est un islamo-conservateur. Lui, parce que bon, il mélange toujours son optique islamiste et en même temps son optique stratégique. Mais c'est tout de même légèrement paradoxal, vu que sa femme porte un voile et que lui, il est pour le retour du voile dans l'université, etc. Il signe cette convention d'Istanbul qui vise à éradiquer, c'est le terme religieux, on peut dire, à éradiquer tout stéréotype fondé sur le genre, donc sur le fait d'être un homme ou une femme. Bref. Donc je pense qu'effectivement la première génération de ces élus, peut-être que ça viendra. Maintenant, je crois pas qu'une opposition frontale, valeur contre valeur, que ce soit les valeurs catholiques ou musulmanes, ou il y a le grand rabbin de France qui a fait un texte sur la théorie du genre, contre celle du genre, nous mène très loin. Je pense qu'il faut pouvoir effectivement réfuter la théorie du genre comme idéologie. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est ce que d'autres ont essayé de faire. Je parlais tout à l'heure de Sylviane Agacinski. Je pense qu'on peut et on doit réfuter la théorie du genre, donc montrer les apories sur lesquelles elle repose. Et pas simplement dire qu'on est pour la famille et qu'on est pour... Parce que ça, c'est tombé justement dans le piège du genre. Le genre, c'est dit, il faut aller au-delà, il faut approfondir un certain nombre de choses. On ne peut pas simplement s'opposer. Il faut réfuter, sur le plan intellectuel, sur le plan philosophique, je dirais, la théorie du genre. En fait, la théorie du genre, et pour terminer là-dessus,
Quand on l'analyse d'un peu plus près, on se rend compte qu'elle est composée d'un certain nombre de propositions qui ne sont pas réfutables et d'autres propositions, notamment la négation de la biologie, qui sont réfutables et qui ont souvent été réfutées par les partisans du genre eux-mêmes. C'est-à-dire que Butler, et j'en terminerai vraiment avec ça, se laisse aller dans son ouvrage à plusieurs reprises à concéder la réalité d'un certain nombre de contraintes biologiques dans l'humanité, dans la définition de l'homme. Et donc, naturellement, on se demande bien pourquoi il y aurait des contraintes biologiques en dehors du sexe chez l'homme et il n'y en aurait aucune au niveau sexuel. Ce n'est pas très crédible comme position. Dernière question par Marie à Drieux-Godfriedi avant de passer au sujet suivant qui portera sur les circuits financiers et la banque Rothschild, notamment. Marie. Alors, effectivement, vous dites « réfutons la théorie du genre, réfutons la théorie du genre ». Il y a peut-être un dernier élément qu'on n'a pas pris en compte, en tout cas pour l'instant. Vous avez parlé donc de l'influence insidieuse de la théorie du genre qui vient irriguer notre droit de façon clairement insidieuse, hors de toute rationalité, parce que finalement, elle commence à s'irriguer de cette manière. On n'a pas évoqué encore... la volonté forte de nos élus français, pour l'instant, d'irriguer avec la théorie du genre nos jeunes têtes blondes, brunes et rousses et autres, avec effectivement cette théorie qui viserait, avec les nouveaux programmes lancés par l'Éducation nationale, de nier tout caractère naturel ou biologique dès le plus jeune âge dans les manuels scolaires. J'invite tous nos auditeurs à consulter le petit livret qui a été très bien fait par la Fondation Jérôme Lejeune sur le sujet et qui explicite en fait les nouveaux manuels dont les intitulés sont évocateurs. Devenir homme ou femme, ça semble être un choix pour le jeune garçon ou la jeune fille de 6-7 ans qui ouvre son manuel de biologie et qui se dit tiens alors finalement je me suis trompé, je suis pas un garçon ou une fille, je peux choisir d'être un garçon ou une fille. Pour vous, Drieux-Godfriedi, un petit peu comme sur le plan du droit, comment lutter rationnellement contre une idéologie qui semble vouloir prendre place dans le façonnage des consciences, et ce, dès le début. Est-ce qu'on a un moyen de lutter? Comment faire? Quel est votre point de vue? Écoutez, succinctement, d'abord, toute idéologie cohérente et ambitieuse, dans l'optique de Gramsci, le fameux théoricien communiste italien, vise toujours à modérer les consciences. Donc l'idée de s'attaquer au formatage de l'esprit des enfants dès leur plus jeune âge est cohérent avec toute idéologie, quelle qu'elle soit. Alors, dans le cas du genre, il faut se rendre compte qu'on a face à nous une formidable machine de guerre, face à laquelle nous sommes bien démunis. Et que les parlementaires de droite aujourd'hui qui en France ou dans d'autres pays s'imaginent qu'ils vont à eux seuls renverser le genre, mais ils se leurrent pour deux raisons. D'abord pour la prégnance, je dirais, de cette théorie dans le monde intellectuel. On ne va pas défaire nous tout seuls l'université américaine, etc., ou allemande. Et d'autre part parce que c'est un autre phénomène intéressant que j'essaie de décrire dans le livre. Nous sommes confrontés à des gens qui sont d'authentiques entrepreneurs, un sujet que je connais un peu également, sur le plan de la normativité internationale. Je m'explique. Il y a des petits groupes, des petites minorités idéologiques qui s'infiltrent dans le processus parlementaire. Pas au niveau national, parce qu'il est très public, il y a le débat public, on le voit en France, etc., mais au niveau international. Par exemple, le Conseil de l'Europe. Combien de nos auditeurs connaissent le Conseil de l'Europe, savent que le Conseil de l'Europe n'a rien à voir avec l'Union européenne? Très peu. Et pourtant, le Conseil de l'Europe, comme je le disais tout à l'heure, adopte des conventions qui sont obligatoires pour 800 millions de citoyens européens et jusqu'à la Turquie. Et donc quand je parle de formidable machine de guerre, c'est la deuxième composante. C'est la composante normative internationale. On peut abroger une loi française comme celle dont on a parlé tout à l'heure. On peut ne pas adopter la loi sur le mariage homosexuel. Reste, pour le sujet dont on parlait, la violence psychologique, la Convention d'Istanbul. Vous me parlez, mademoiselle, des manuels scolaires. La Convention d'Istanbul fait obligation à tous les États européens d'éduquer les enfants aux réalités du genre, à la violence de genre, dès le plus jeune âge. Donc c'est pas une affaire de loi nationale, c'est une affaire de convention. Et donc en toute logique, la France ne pourrait renoncer à cette démarche qu'en faisant en sorte que la convention, que les conventions comme la Convention d'Istanbul le soient. La Convention d'Istanbul contient une phrase qui dit « il faut éradiquer tout stéréotype fondé sur la distinction du masculin et du féminin ».
Alors partant de là, il faut faire en sorte que cette convention, qui n'est pas encore techniquement entrée en vigueur, n'entre pas en vigueur, ou alors il faut faire une autre convention qui défasse la convention d'Istanbul, parce que sinon c'est un leurre de se figurer qu'on pourra, avec des débats nationaux aussi énergiques et volontaristes soient-ils, défaire ce qui a été fait. Donc il faut, je pense, à la fois réfuter la théorie du genre sur le plan des idées et regarder de près ce qui se fait au niveau des normes internationales, parce qu'une fois que la convention a été adoptée au niveau international, c'est trop tard. Merci beaucoup, Drieu Gottfriedi. Donc, j'invite les éditeurs qui nous rejoignent en cours d'émission à aller consulter donc votre ouvrage de la violence de genre à la négation du droit pour mieux comprendre les implications de la théorie du genre sur notre vie au quotidien et notamment sur le droit pénal qui risque un jour de nous impacter, peut-être en cas d'adultère, qui sait. Marie, merci beaucoup. Alors, je pensais être galant en vous laissant la dernière question, mais j'ai oublié les auditeurs qui sont très nombreux à envoyer des questions et des commentaires. Et je voulais lire quelques commentaires et poser une dernière question. D'accord. Avant de vous laisser repartir, c'est encore possible. Une auditrice, lui, ça fait 40 ans qu'on se laisse faire, les parents ne disent rien sur le catéchisme qu'on donne à ses enfants, ni à propos des classes vertes qu'ils suivent, ils se laissent prendre leurs enfants. Une autre éditrice, si les personnes veulent s'euthanasier, qu'elles le fassent personnellement en avalant un tube d'aspirine ou en s'ouvrant les veines. Et ça sert à rien de demander une loi que beaucoup ne souhaitent pas. Une auditrice nous dit, et c'est cette question que je voulais prolonger, pourquoi n'euthanasie-t-on pas les grands criminels ? C'est en fait cette contradiction peut-être qu'apparente entre cette défense absolue, morale de la vie des criminels et l'opposition à la peine de mort, et en même temps cette généralisation de la mise à mort d'enfants, de bébés, bientôt d'enfants. Vous avez parlé d'euthanasie des enfants et de nos aînés dits vieillards. Drieu Gottfriedi, est-ce que vous avez réfléchi à cette question ? Est-ce que vous avez des éléments d'explication ? Oui, parce que en réalité, l'abolition de la peine de mort, elle ne représente pas une charge pour aucun individu. Elle représente une charge financière pour la collectivité. Et donc personne n'en ressent individuellement la charge. Alors que un proche, un enfant, un parent, etc., qui est dans une situation de souffrance, c'est une charge individuelle. Et donc on rejoint ce que je disais tout à l'heure, à savoir que ce qui intéresse fondamentalement les promoteurs de ces lois, c'est le confort de l'individu. Donc on parlait d'hédonisme. Et donc effectivement, mais il y a une incohérence totale. On parle de la sacralité de la vie, Robert Badinter, historiquement, la sacralité de la vie quand il s'agit de la peine de mort, donc la mort de criminels. Par contre, cette sacralité de la vie s'efface complètement quand il s'agit d'euthanasier des enfants ou des vieillards. Et donc, il y a effectivement, sur le plan moral, une incohérence dont le motif est que, en réalité, ce qui intéresse les promoteurs de ces lois, je viens de le dire, ce n'est pas la vie, ce n'est rien de tel, c'est le confort individuel. Merci beaucoup, Drieu Gottfriedi, et à très bientôt.